Bonjour, je m'appelle Franck Collin, je suis l'organisateur de l'affaire Air Cocaïne et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Merci beaucoup. De rien. Bienvenue Franck. Salut. Putain, et c'est quand même une histoire de fou que tu as vécue. Ouais, carrément. Organiser un trafic de cocaïne avec 700 kilos qui ont été retrouvés dans un... On va l'expliquer entièrement tout à l'heure dans un jet privé, on va revenir sur l'histoire, mais c'est quand même incroyable. Il y a un documentaire qui sort, donc ça s'appelle Air Cocaïne. C'était en 2013. C'est ça. C'est ça. Jour pour jour, ça fait 10 ans. Avec un jet privé à Punta Cana. C'est ça. Qui se fait donc arrêter sur le tarmac avant le décollage. Toi, t'es l'organisateur, t'étais pas là-bas. Pas du tout. Et il y a eu toute une aventure parce que les pilotes, en fait, ont réussi ils ont été condamnés à 20 ans. À 20 ans de prison là-bas, alors qu'ils n'étaient pas au courant. Et en fait, en gros, on dirait vraiment un film, l'histoire. Et juste, toi, t'es libéré parce que t'es en conditionnel. C'est quoi ta situation aujourd'hui? Ouais, je suis en liberté conditionnelle depuis le 6 juillet 2022, donc ça fait tout juste 8 mois. Donc c'est frais. Et puis donc ma liberté conditionnelle, elle est présente jusqu'en février 2025. Voilà, donc j'ai l'obligation de rester sur le territoire français avec un travail, payer ses parties civiles, enfin des amendes douanières plutôt. Ça veut dire quoi une amende douanière? Une amende douanière, c'est en fait, si tu veux, au tribunal, lorsqu'on a été condamné en assises spéciales, ils ont considéré qu'à un moment donné, il y a eu un vol, même s'il n'a pas été prouvé que ce vol transporter du produit stupéfiant, ils ont considéré que le poids des valises avait du stupéfiant et donc ils ont déduit que tu avais gagné une somme d'argent. Qu'il fallait payer, voilà, que tout le monde avait gagné une somme d'argent et qu'il fallait payer une amende douanière qui s'élève à hauteur de 3 millions d'euros à diviser entre les parties qui ont été condamnées. Voilà. Ok, et donc toi tu dois rembourser tous les mois tous les mois, il faut à peu près, enfin dans mon cas c'est 10% du montant de ce que je gagne et voilà, jusqu'à l'épuisement de cette amende. Ah waouh. Ouais. Putain, et là, on va reparler de c'est quoi, parce que moi j'ai envie de savoir ce que tu fais aujourd'hui, j'ai envie de savoir comment t'en es arrivé là, etc. Parce qu'on n'organise pas un trafic de cocaïne avec 700 kilos, genre c'est énormissime. Juste pour comprendre, toi tu faisais quoi avant? Tu travaillais en sécurité rapprochée, parce que tu l'expliques un peu dans le docu, mais pour que ça soit bien clair pour tout le monde et pour ceux qui l'ont pas encore vu, t'étais en fait, en gros, tu travaillais dans une boîte. Au début, t'as commencé comme ça? Si tu veux, j'ai commencé dans le milieu de la nuit très tôt, j'avais 17 ans. Et donc, bien évidemment, dans le sud de la France, et à cette époque-là, tout ce qui était établissement de nuit, restaurant, discothèque, c'était toujours tenu par une certaine pègre qui n'existe plus à l'heure d'aujourd'hui, ou du moins, c'est beaucoup plus vaste, on ne sait plus trop comment ça fonctionne aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était ça. Et puis, du Var, j'ai évolué dans les Bouches-du-Rhône, et puis des Bouches-du-Rhône, j'ai évolué dans les Alpes-Maritimes, et puis ensuite la capitale. Et j'ai suivi des formations j'ai toujours aimé la sécurité. Donc j'ai suivi des formations pour devenir ce qu'on appelle un garde du corps, ou du moins un agent de protection rapproché. Petit à petit, j'ai fait un CV, j'ai fait mon CV, et ensuite j'ai connu les familles beaucoup plus riches, moins connues mais très privées, et j'ai fait peut-être une grande partie du tour du monde à plusieurs reprises, et puis de là, j'ai construit ce qu'on peut dire ma réputation d'agent de protection rapproché. T'es un mec plutôt bagarreur. Je vais te poser la question, je la pose à tous nos invités. Un peu avant, j'avais le revenu fiscal déclaré que je posais à tout le monde. Je peux même pas te le poser à toi après l'affaire, ça serait drôle, mais est-ce que t'as une bagarre un peu mémorable, tu vois, ton histoire de bagarre la plus marrante? Est-ce que t'as une bagarre avec une anecdote un peu drôle? J'imagine qu'en tant que videur, t'en as connu aussi. Ouais, oui. Et puis bon, on est du sud de la France, on a le sang un peu chaud quand même, donc on aime ça. Tu vois, même si on n'est pas rugbyman, on aime ça quand même. Mais je crois que dans la panoplie, il y en a une bonne centaine. Et ouais, je peux t'en raconter plusieurs rigolotes, ça peut être pas mal. Écoute, une drôle, une pas drôle. Une drôle, ouais, une drôle. Et après, on commence à raconter ton histoire. C'est plus sympa une drôle, parce que vu que l'affaire est quand même assez triste au fond. Mais ouais, le soir d'une altercation en boîte de nuit, et moi j'aime bien les hommes, donc j'aime bien me bagarrer avec les hommes, pas avec les femmes, mais avec des vrais bonhommes. Et si tu veux, un soir, dans une altercation, donc je me bats avec un gars, et je crois que même qu'ils étaient deux, et puis la femme de l'un d'eux m'a sauté dessus, et elle m'a arraché la moitié de la cornée, enfin une partie de la cornée avec son ongle. Et donc, si tu veux, j'avais l'œil fermé, et je me suis retourné, et quand j'ai vu cette nana, je me suis dit, putain merde, je vais quand même pas mettre la main sur une nana. Et donc, je me suis laissé faire. Je me suis laissé faire, j'ai pas répondu à cette agression, et ça m'est arrivé 2 fois, de ce truc-là. Et voilà, bon, c'était un peu rigolo. Bon. Tu t'es fait griffer l'œil, quoi. En fait, si tu veux, oui, parce qu'elle m'a sauté dessus, elle m'a mis la main dans l'œil et son ongle a arraché une partie de la cornée. Et t'as eu le problème de vue après? Comme un con, non, parce que ça repousse.
Ah oui? Et comme un con, mais si tu veux, je me suis retrouvé pendant une semaine avec un cache. À l'époque, il n'existait pas de coquille, il fallait mettre un pansement. La cornée, ça repousse? Ouais, ça tu repousse. Vois, j'ai appris un truc. Ouais, je sais pas. Ça repousse, ouais. Comme les lézards, quoi. Ouais, ça, heureusement d'ailleurs. Des lézards. Bah ouais, t'imagines sinon? J'ai eu super peur, mais voilà, j'ai eu super peur. Je me suis dit, putain, sur le coup, tu vois plus rien, ça brûle. Putain, voilà, le corps humain, il est tellement bien fait. En vrai, c'est incroyable. Mais c'est très intéressant parce que, en aparté de ça, si tu veux, pourquoi on arrive à être très bagarreur, c'est parce que dans mon histoire à moi, à l'âge de 7 ans et 10 ans, j'ai été battu par des hommes comme des hommes. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'à 7 ans, je descends de chez moi, je jette une poubelle. Et à l'époque, on avait des conteneurs, tu sais, qui étaient en demi-lune. Oui. Et tu les poussais d'un côté, puis à chaque fois, ils revenaient. Exactement. Et moi, petit, avec le carton, je le prends, je le jette, et il tombe à cheval. Il aurait pu tomber dedans, mais non, tu vois, il est tombé par terre. Et les boueurs étaient là. Donc, il est venu, coup de pied dans le ventre, une gifle, il m'a dit, tu vas ramasser ça, et puis tu vas le jeter dedans. Bien évidemment, je l'ai pas ramassé. Et puis, tu vois, je l'ai très mal vécu. Et à l'âge de 10 ans, on est soir de Saint-Jean, on fait péter des pétards. Et on est avec nos papas qui sont chauffeurs poids lourds, qui aiment bien picoler un peu. Et il est 23h. Et à un moment donné, on met ce qu'on appelait un gros mammouth. Tu sais, c'était des gros trucs comme ça. Gros pétards, dans le volet du boulanger qui devait se lever à minuit pour faire son pain. Et puis le mec, il sort en furie, ça pète. Et puis il me prend un coup de poing, un coup de pied. Et je me suis dit, à partir de ce jour-là, il n'y a plus jamais personne qui me mettra la main dessus. Et c'est plus jamais arrivé. Et t'es devenu un peu bagarreur, tu as fait du sport de combat? Depuis tout petit, ouais. Ok, pour expliquer un peu après la suite. Et est-ce que t'es déjà passé pas loin de la mort, une extrémiste, tu vois, dans une bagarre? Ouais, un soir d'hiver 92, on se retrouve après alors c'est bizarre parce que c'est après une soirée de boîte de nuit, donc tout va bien, tout s'est bien passé. Puis on va prendre un petit déj et il y a une altercation sur le port de la Seine-sur-Mer avec des gars d'un quartier voisin peut-être. Et je suis avec un ami à moi et qui est très fort, très vaillant. C'est un mec vraiment, vraiment très puissant. Et puis on est là et il y a à un moment donné une arme qui tombe et qui est récupérée par un des gars avec qui on se disputait. Et là je vois le geste, je vois qu'il prend l'arme et qu'il le pointe. Donc je me suis jeté sur mon ami, je le pousse et j'entends la détonation. Et la balle en fait, elle me frôle le visage et elle finit sa course dans le mur. Donc le gars recule, nous on est par terre, on roule et là ce qui nous sauve c'est un angle de mur. Et donc, tout de suite, je tire mon ami, puis on part en courant. Ah bah oui. Et là, t'as un camion des poubelles qui passe. Et comme on connaissait tout le monde dans le quartier, on saute dedans, on se met dedans. Et le gars nous ramène jusqu'à nos voitures. Puis bon, voilà. Ah oui, putain, c'est des vraies bagarres. Ouais, des vrais, ouais. Et après, tu deviens garde du corps pendant un moment. Et donc, tu t'occupes de Naomi Campbell, de George Clooney. Ouais, entre autres, ouais. Là, on peut voir une photo de toi. Donc, t'es à côté de George Clooney derrière. Oui, ouais. Ça, c'est dans le sud aussi? Tu les accompagnes dans les déplacements? Ouais, alors c'est beaucoup d'émissions de courte durée. Des fois, c'est une demi-journée. Des fois, c'est 2 jours. Ils ont besoin de renfort. Ils sont là pour quelques jours. Il y a eu Puff Daddy. Il y en a eu... beaucoup, tu vois. Mais c'est intéressant parce que ça va très vite. Tu connais pas trop les gens au départ. Et ils veulent ci, ils veulent ça. Mais bon, quand t'as l'habitude du métier après, bon, c'est plus ou moins toujours les mêmes demandes. Et t'as fait la sécurité de Mike Tyson? Alors, ça, c'est ce que les médias ont relaté. Non, j'ai pas du tout. Est-ce qu'il a besoin d'une sécurité, Mike Tyson? Déjà, il a peut-être pas besoin de sécurité. Enfin, en quoi? Il pourrait en avoir besoin, parce que quelqu'un comme Mike Tyson, c'est un mec qui est quand même très dangereux. Et donc, si quelqu'un aurait peur d'un dangereux, il pourrait mettre des efforts et si tu veux, des moyens pour arriver à ses fins. Donc, on a toujours... Je pense qu'il doit y avoir des mecs qui doivent être chauds d'aller se taper avec des mecs comme ça. Voilà, il existe... montrer, voilà. Tu fais le malin, machin, et qui vont le chercher. Il y a des gens qui ont ce courage, là, cette fibre de dire, je vais prendre des coups, mais j'ai quand même envie d'y aller. J'ai envie de me battre avec Mike Tyson. Cette adrénaline, voilà. Et ça peut être un peu fatigant mais pour lui. Mais je pense que si on m'aurait proposé de travailler en tant que garde du corps pour Mike Tyson, j'aurais refusé. Ah, c'est vrai? Ouais. Pourquoi? Trop dangereux? Mais trop dangereux, imprévisible. Et donc, quand tu veux bien protéger quelqu'un, quand tu es prêt à donner ta vie pour protéger quelqu'un, forcément, tu le fais avec un minimum de risque. Est-ce qu'on t'a déjà demandé, en tant que garde du corps, un truc un peu chelou, un peu fou? Ouais, carrément. Et j'ai travaillé pour un gars, c'était mon dernier contrat le plus long. Il a duré 6 ans. J'ai fait le tour du monde avec ce mec-là. Et un jour, il sort avec une actrice porno tchèque. Et il est fou d'elle. Et il me dit, bon, écoute, elle a un problème avec son ex, et c'est toi, Franck, mon ami, mon frère, mon garde du corps, qui va le tuer. Mais non. Ouais. Ah oui. Et je lui dis, mon pote, mais tu délires, je ne vais pas aller tuer ce mec-là pour une escorte qui, entre 2 films porno, loue ses services de... Ah oui. Et donc, et je lui dis, écoute, si tu veux connaître la finalité, ça va être moi en prison,
toi aussi, et elle qui va partir. Exactement. Et donc, bon, et il me dit, si tu le fais pas, je trouverai quelqu'un d'autre. Et je dis, mais bon, t'inquiète pas, écoute, on va trouver une parade à ça. Bon, bien évidemment, c'était sur l'instant, et c'est un mec très intelligent, très réfléchi, et puis, quelques semaines après, elle le quittait, donc c'était réglé, voilà. Ah là là, c'est... Et alors, j'ai lu, parce qu'il y a eu des livres aussi, alors attends, j'avais noté le nom, mais qui s'appelait L'affaire cocaïne, mafia et jet privé de Jérôme Pirat en 2015. Ouais. Il dit que tu t'adaptes à tous les milieux, etc. Et je sais plus où j'ai vu ça, mais il paraît que tu as touché 1,5 million d'euros quand tu étais garde du corps. Beaucoup plus que ça. Oui, ça fait référence, si tu veux, à mon dernier contrat qui a duré 6 ans. Mon client était très généreux. Ah bah... mais non, enfin, disons que il faut l'expliquer très simplement, mais très clairement. Ce gars-là avait très peu d'amis et il a découvert beaucoup de choses lorsque j'ai travaillé avec lui. Un domaine qu'il ne connaissait pas, c'était quelque part l'amitié, la sincérité et le partage. Il était très basé sur l'égoïsme, le faux semblant, tout ce qui pouvait avoir de la brillance en substance. Mais oui, il était très superficiel. Voilà, exactement. Et donc, boulot et superficiel. À ses anniversaires, c'était mes amis qui étaient là. Tous ses meilleurs moments, c'était, bon, bien évidemment, parce que moi, j'étais H24 avec ce gars-là. Et donc, c'est très difficile de vivre avec quelqu'un H24. Et puis, ça en est devenu un copain. Le mec aimait pas les coups. Il a voulu apprendre un peu à boxer. Donc, comme moi, c'est mon métier, je lui ai un peu appris à boxer. J'ai des tatouages partout. Il en avait pas. Il s'en est fait un énorme. Il était un peu fan de toi. Voilà, il était pas fan, mais il s'y trouvait lui-même une identité là-dedans. Oui, tu l'inspirais. Et puis voilà. Et donc, c'était pas mal. Et donc, il était très généreux. C'est-à-dire que ce que je pourrais, moi, te dire, tiens, je t'ai fait cadeau d'une casquette, lui, il disait, tiens, voilà une Lamborghini, voilà une Audemars Piguet, voilà une... Mais par 2, par 3, par 10. Voilà un bateau à 700 000. Oui, il a été très généreux. À beaucoup plus qu'1 million d'euros. Oh là là. Bien sûr. Et ça a fait partie du... Enfin, est-ce que ça a été un peu l'élément déclencheur pour commencer un peu l'histoire, où tu te dis, tiens, du coup, quand tu roules dans une Lamborghini... En fait, le problème, c'est que l'humain, j'ai l'impression, quand je discute avec plein de gens, c'est qu'on s'habitue très vite au confort. Et c'est très difficile de redescendre de confort. C'est très difficile quand tu as une voiture qui va très vite, d'avoir une voiture moins puissante. C'est très difficile de prendre un bateau plus petit après, etc. Est-ce que ça a commencé à t'habituer un peu à des choses de luxe qui t'ont donné envie d'avoir toujours plus gros? Est-ce que ça a fait partie de ça? Et c'est peut-être un peu... c'est de comprendre l'humain, c'est peut-être un peu vrai. Comprendre l'humain, c'est très compliqué. Mais c'est peut-être un peu vrai, mais c'est pas totalement vrai. Pourquoi? Parce qu'avant lui, j'ai quand même à peu près une dizaine d'années de protection. Et donc, forcément, j'ai des clients qui sont même beaucoup plus riches que lui. Donc, je vis déjà au Georges V, au Ritz, au Carlton, où tu veux, enfin, partout dans le monde. Donc, j'ai déjà ces suites-là qui sont payées par mes, bien évidemment, par mes clients. Ouais. J'ai déjà mes fesses dans une Rolls Phantom qui appartient à mes patrons ou dans des 50 mètres qui appartiennent aussi à mes patrons. Donc, si tu veux, ce luxe-là, cette facilité-là, elle existe. Mes salaires sont assez conséquents. C'est quand même des bons salaires. Ça représente quoi en fourchette? Le salaire précis m'intéresse pas, mais pour qu'on comprenne, tu vois. En moyenne, c'était 10 000 euros par mois. Pour être dans la protection rapprochée? En tous les cas, de ce qui me concerne à moi, c'était ça. D'accord. Et quand ce client-là arrive avec toutes ces Lamborghini, tout ça, à un moment donné, la première, quand elle arrive, c'est un cadeau d'anniversaire. Je suis en Patagonie, et puis il arrive avec un fax et il me dit, tiens, bon anniversaire. Et je lis le truc et je vois Lamborghini Gallardo 2004, tout neuf, quoi. 210 000 euros. Et quand je vois ça, je lui dis, écoute, personnellement, j'aimerais la moitié de ça, mais en espèces sur mon compte. J'ai pas besoin d'avoir une Lamborghini. Je suis pas attiré par ça, donc ça m'intéresse pas. Et il me dit, mais si, prends quand même. Et puis au retour de ça, on s'arrête à Genève, et puis c'est un Cayenne turbo, Porsche Cayenne turbo. Ouais, ça dépasse ton salaire. Et ça dépasse tout. Tu gagnes 10 000 balles, mais si jamais il t'offre un truc à 200, c'est 21 mois de salaire. Mais moi qui suis toujours terre à terre à ce moment-là, je me dis, mais comment je peux aller, moi, demain, quelque part, et dire, j'ai une voiture à 200 000, mais je suis juste un garde du corps, c'est pas possible. Et là, on commence à mélanger les deux mondes. C'est là où c'est pas bon. Sauf que je reste quand même dans un entourage qui est très... Il n'y a pas de limite entre patron et employé. Ça devient du copinage. Et non seulement du copinage, il y a de moins en moins de protection à faire, il y a beaucoup plus d'assistance. C'est-à-dire, est-ce que tu peux aller retirer du cash à la banque? Oui, pas de problème. Donc, j'ai pas de compte à la banque de Genève. Je vais retirer 5 millions. En cash? Eh oui. Ou 2, ou 3. Ah oui, il te demande de faire des trucs pour lui. Et oui, donc, tu vois, et je commence à rentrer, si tu veux, dans ce que j'ai toujours vu, mais de loin.
C'est-à-dire que je voyais toujours, moi, les chaouches des familles princières qui allaient chercher chez Rolex, voilà, pour tant de montres, et qui faisaient la tournée, ce qu'on appelle des bars horlogers, et qui ramenaient à son patron, voilà, chef, voilà, tout est là, prends celle que tu veux, et puis je ramène le reste. Et je suis devenu, moi, à mon tour, si tu veux, cet objet-là. Ou du moins, avec ce titre-là. C'était un homme d'affaires, sans dire le nom, c'est pas intéressant, mais c'était dans les affaires, c'est ça. C'est pas quelqu'un de connu artistiquement. Il était très connu, non, il n'était pas connu, mais il était très riche sur la place du cosmétique, déjà, du moins sa famille, et puis lui faisait beaucoup d'affaires, surtout en Europe de l'Est. Et donc, c'est en 2012 que tu commences, en gros, à faire du trafic de cocaïne, c'est ça? Alors, si tu veux, c'est pas du tout... en 2012, mon contrat avec celui-là, avec lui, s'arrête en 2007. Bon, on a passé 6 ans. À la fin, ça devient pesant, aussi bien pour lui, mais surtout pour moi. Donc, je coupe, et entre-temps, je rencontre des anglo-saxons qui veulent investir donc là où je suis très bien placé, en Roumanie. Donc je continue à m'entraîner, j'ai une arme, j'ai un port d'armes, je connais des gens très bien placés. Donc si tu veux, en France? En Roumanie? En Roumanie. En Roumanie, t'as un port d'armes? Okay. Ouais. Pourquoi tu pars en Roumanie? C'est quoi le rapport à la scène sur mer? Et donc je pars pour le fuir au départ. Quand je rencontre ce gars-là, il me dit je vais en Roumanie, j'ai besoin d'un garde du corps. Et donc c'est comme ça qu'on arrive là-bas. Enfin, en tous les cas que moi j'arrive là-bas. Et donc on s'y est installé. Donc c'était Kiev, Bucarest, Moscou, Chisinau, Moldavie, toutes les semaines. Donc, si tu veux, j'ai fait vraiment tous ces pays-là pendant des années, toutes les semaines. Avec ta famille? Tu habitais là-bas? Non, eux restent là? Ouais. Tu as des enfants? J'ai 3 enfants, 2 que j'ai pas vu grandir, et un petit qui est de nationalité roumaine aussi. Ok. Ah, ok, voilà. Donc, j'ai connu... Donc, après lui, je monte une société et je suis associé avec des anglo-saxons qui veulent investir en Roumanie. Ils ont des fonds, ils sont cotés en bourse, ils pèsent très très lourd, ils ont des fonds, ils n'ont pas de connaissances. Et moi, j'ai l'inverse. Donc, on s'associe et je m'occupe de développer l'Ukraine et la Roumanie, donc achat de terres agricoles, développement de supermarchés, et puis tout fonctionne très bien. La crise 2008 arrive, on est un peu blessé, mais tout va bien, il y a encore de l'argent, il y a ce qu'il faut. Moi, à côté de ça, je fais mes affaires, j'achète des terrains, je revends. Je rencontre la mère de mon fils, qui est issue d'une famille très connue, et politique, et du milieu du showbiz en Roumanie. On se marie, l'année d'après, mon fils naît. Donc en 2010, il m'arrive la plus belle histoire de toute ma vie, mon fils naît le petit. Et moi, je pars dans une idée surréaliste de me dire, ben voilà, quoi, j'ai plus envie de bosser. Ce petit-là, je veux le voir grandir, et je veux le voir grandir tous les jours. Pas comme les 2 grands que tu as dit, comme les 2 grands disais, là. Que j'ai malheureusement pas eu la chance de voir grandir. Et après, ça c'est des regrets. Que j'ai retrouvé très tard, avec qui ça se passe extraordinaire. Très très bien. Le problème, c'est que le temps, on le rattrape jamais. On ne peut pas le rattraper. On ne peut pas le rattraper, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais par contre, on peut y pallier. Exactement. Et c'est ce que je fais avec mes grands, et ça se passe très très bien. Je suis même grand-père, tu vois, depuis 1 an. Ah, bravo. Et, ouais, merci. Mais mon petit, bon, forcément, j'ai tout concentré dans celui-là. T'es grand-père, tu as quel âge? J'ai 52 ans. 52 ans. Cette année, ouais. Ok, bravo. 52 ans, grand-père déjà. Ouais. Ah, mais attends, tu l'as eu à quel âge ton premier? Alors le premier, il a 30 ans, donc je l'ai eu à 20. Ah ouais. Le deuxième en a 29. Ok. Voilà. Ah putain, tu l'as eu tôt. Ouais, le dernier en a eu 12. C'est génial d'être grand-père à 52. Oui, c'est très bien. Parce qu'au moins, tu vas aussi profiter de tes petits-enfants. Oui. Enfin, du petit ou de la petite. De la petite, et voilà, et après, tu vas pouvoir les voir grandir. C'est elle est magnifique en plus, ouais. Et donc, si tu veux, voilà comment ça se peaufine à ce moment-là. Et puis, tout va bien. Mon fils est là, je grandis avec. Mais j'ai une idée folle, c'est que, si tu veux, moi, je suis très famille. J'aime beaucoup les miens, et j'ai toujours, tout ce que j'ai eu, je l'ai toujours partagé. Non seulement avec ma famille proche, mais aussi avec des amis. Ce n'est pas envisageable pour moi de faire quelque chose et de ne pas le partager. Je dois le partager. C'est plus fort que moi, c'est comme ça. Et là, tu dis, tu as le petit garçon qui arrive. Et là, j'ai le petit garçon qui arrive, et je me dis, je veux le voir grandir, et je le vois grandir. Et je grandis moi aussi avec lui. Parce que je me rends compte que la peur, avant ça, je ne l'ai jamais connue. Mais il est là, je sais ce que c'est. Et je me rends compte que je suis en train de renaître, quoi. Tu vois, tout ce que j'ai pas pu faire. Et donc, tout est bien. Il est né, là où il est né, c'est calculé. Comment ça se passe à la maison, c'est calculé. Qui s'occupe de lui, c'est tout calculé. C'est même trop calculé. Mais quand tu dis, il faut que je réfléchisse à un moyen pour plus travailler, à profiter de lui, ouais. T'avais quand même un peu d'argent, quand même, là. J'avais même beaucoup d'argent. Des Lambeaux, des machins. Oui, j'avais même beaucoup d'argent. Peu importe, ça c'est superficiel et tout, mais t'avais quand même mis de côté, déjà. T'aurais pu t'arrêter, en vérité. J'aurais pu. Mais j'aurais pu non seulement m'arrêter, c'était pas suffisant. Mais j'aurais pu, intelligemment, avoir des conseillers, continuer à avoir des conseillers,
pour dire, ben voilà, cet immeuble, on va le vendre, on va investir, oui, ça, tu le loues, on va lever une ligne de crédit pour faire plus gros. Parce qu'il y a des gens avec 600 000 euros, ils s'arrêtent de travailler. Mais bien sûr. Tous les mois, ils partent habiter dans les îles et ils en vivent. Mais quand mon fils est né, moi, je me suis dit, bon, ce que je veux déjà, c'est partir. Donc, je prends une maison à Los Angeles, on est resté là-bas pendant 1 an et demi. Et puis, entre-temps, on voyage. Et puis, le week-end, je me fais chier, je pars à Milan, je reviens. Donc, voilà. Tu vois, et les avions, ça coûte, et les hôtels, ça coûte. Mais moi, je suis avec mon petit, et puis ça descend, et puis c'est pas grave, quoi. Tant que ça marche, ça marche. Et j'ai cette idée folle de me dire, voilà, j'ai mon père, j'ai ma mère, j'ai mon frère, j'ai mon oncle, j'ai mes garçons, voilà, tous ces gens-là, pour que je puisse bien dormir la nuit, il faut qu'il n'y ait plus de problème. Mais eux, ils m'ont rien demandé. À la base, ils me demandent rien. Eux, ils me demandent juste d'être là. C'est tout. Ils ont à manger, ils ont un toit. Et moi, je voulais qu'ils aient tout. Et forcément, quand tu veux tout donner à quelqu'un, ça demande beaucoup. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et c'est comme ça que j'arrive. Tu te dis, il faut que je fasse un gros coup. Voilà. Et non pas un, mais même plusieurs. Et je me dis, mais à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire là? Je vais vendre 2-3 terrains. Bon, ok, ça va faire quoi? 1 million, 1,5 million, peut-être 2. Ça suffit pas. Ça suffit pas parce que le petit, là, s'il faut lui sécuriser toute sa vie, ça va coûter beaucoup plus. Alors qu'il n'en avait même pas besoin. Ouais, bien sûr. Si tu veux, dans mon délire... Le petit, il va travailler. Mais dans mon délire, moi, c'est ça. Ouais. Moi, je suis dans mon délire, là. Et puis, tu peux pas me faire descendre. Et c'est là où ça... Parce que c'est ce qu'on veut pour ses enfants. Mais en vrai, est-ce que donner de l'argent à des enfants et qui ne travaillent jamais, est-ce que c'est vraiment leur apprendre la vie? Non, aussi? pas du tout. Tu vois, exactement. Pas. Absolument. Mais là, c'est vrai, toi, t'es aussi... parce que t'as peut-être aussi cherché à avoir de l'argent. Et d'ailleurs, tous les grands hommes d'affaires, souvent... Parfois, les premiers de la famille, c'est parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent qu'ils se sont faits, justement. Bien sûr. Vois, mais moi, j'en ai toujours gagné de l'argent. Et pour moi, perso, j'en ai toujours gagné et j'ai jamais fait d'erreur. Mais pour les autres, tu vois, tu y mets une passion, un dévouement qui est... Pablo Escobar s'est fait attraper à cause de sa famille. C'est parce qu'il a voulu appeler ses enfants, appeler sa femme, il avait besoin de les entendre et c'est comme ça qu'il s'est fait localiser à la fin et tuer. Hein. On parle d'un dangereux personnage. Ah non, mais il y en a plein, c'est à cause de la famille que ça les emmène à leur perte. Aussi. Mais moi, ma famille, elle m'a jamais rien demandé. Elle m'a pas dit... bien sûr. Tu vois. Toi, tu travaillais de la nuit. Là, on parle de trafic de cocaïne. T'en as pris? T'étais consommateur, toi? Jamais. Jamais? Non, je bois pas. Le sport à fond. Ouais. Ok. T'étais pas consommateur. Mais c'est important pour comprendre le mindset pas du aussi. Tout. Ok. Pas du tout. J'ai vu les dégâts que ça peut faire, non. Ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts. Beaucoup. Ouais, trop. On connaît Jean-Luc Delarue, et il l'a dit, mais il y en a plein d'autres en vrai qui sont pas connus et qui ont eu la même chose. Hein. Beaucoup, ouais. Et comment tu passes à l'action? Comment ça se passe en fait? Comment tu te dis, tiens, je vais organiser un trajet? Comment ça se passe là? Alors, c'est très simple en fait, si tu veux, c'est vraiment ce que tu dis. C'est comment je vais organiser quelque chose. Et au départ, il n'est pas prévu que ça soit du stupéfiant. Ça peut être n'importe quoi, tu vois. Et je me dis, bon, comment je peux approcher des gens qui auraient besoin d'un avion pour faire transiter quelque chose? Et puis je me renseigne avec des gens sérieux, dangereux, et je leur dis, voilà les gars, moi je fais pas partie d'aucun groupe criminel, je sais pas. Mais ce que je sais faire, c'est de là à là, je peux y aller. Et c'est tranquille. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Bien évidemment, quand tu parles avec des mecs qui tapent de la coke, ils connaissent ceux qui en vendent et ceux qui en vendent beaucoup. Et à un moment donné, tu te retrouves en face de gens qui te disent, bon, écoute, nous, on est preneurs. On sait faire partir, mais on ne sait pas comment faire arriver. Et je leur dis, ben moi, je sais faire. Ok. Et t'étais pas dans le trafic de cam à la base? Pas du tout. Je sais pas à quoi ça ressemble, combien ça coûte, à qui ça se vend, rien. Toi, t'es le trafiquant, c'est-à-dire le transporteur. Un Uber. Tu trafiques du point A au point B. C'est ça. C'est ça. C'est ça, trafic en et au départ, c'est pas forcément et au départ, ça aurait pu être un groupe de mecs sans papier, qui ont de l'oseille, qui veulent aller d'un point A à un point B. Ça peut être... Tu voulais faire du transport de quelque chose. Ça aurait pu être des armes, j'en sais rien. Mais si tu veux. Mais tout ça, c'est pas bien. Tu vois, on en parle là, mais c'est pas le truc de dire sourire banane jusqu'aux oreilles, ouais, bravo. Non. C'est de dire... On parlait des valeurs humaines tout à l'heure. C'est de dire jusqu'à quel point, lorsque tu as une idée bien ancrée dans la tête, jusqu'à quel point l'être humain est capable d'aller, et l'intelligence de faire quelque chose, parce qu'il faut une certaine intelligence pour le faire. Et ça a marché, même si ça a capoté à la fin. Le concept en lui-même a pris, tu vois. Parce que ton concept, c'était donc de dire, là tu te retrouves avec un gars que tu rencontres, dans le docu, on le voit pas, parce que c'est évidemment pas à l'image. On le voit un gars de dos en boîte de nuit, et t'expliques, vous le verrez sur MyCanal, dans le documentaire Air Cocaïne du coup,
où tu arrives face à lui et tu lui dis, en fait, voilà, moi je peux. Et ça commence un peu comme ça, grosso merdo. Et là, tu fais un trajet à vide, un premier trajet en fait de Punta Cana à l'aéroport de Saint-Tropez, en faisant une petite escale aux Açores. Donc les Açores, c'est des petites îles au Portugal. Ouais, c'est les îles portugaises, mais c'est un peu plus dans l'Atlantique. En fait, oui, ça fait une escale, en fait. C'est pas très connu, les Açores. Non, pas du tout. C'est toi qui réfléchis à tout ça Ça, c'est vraiment toi le cerveau de l'organisation? Pas moi tout seul, mais si tu veux, j'ai déjà une expérience dans l'aviation privée, de par mes clients. J'ai voyagé avec des une jets. belle partie du monde avec des jets, donc je connais plus ou moins. Je me suis toujours intéressé, j'ai passé de nombreuses heures à parler avec les pilotes. Tu vois comment ça se passe. Tu vois très bien comment ça se passe. Donc même si tu n'es pas pilote, tu comprends après, tiens, on a 8 heures d'autonomie, on peut s'arrêter Exactement. là. Et donc, si tu veux, c'est comme ça que je prépare petit à petit une opération qui peut être très, très propre. Et donc là, tu t'entoures un peu de gens, parce que toi, tu n'y vas pas. Toi, tu es le cerveau, mais tu restes derrière et tu envoies d'autres gars. Donc, il y a 2 pilotes. Un troisième en renfort, mais qui s'occupe aussi de tout ce qui est... C'est le broker. Ouais, alors, qu'est-ce que c'est qu'un broker? Alors, un broker, si tu veux, lui, c'est un intermédiaire entre le client, loueur, et la société d'affaires, vendeur d'heures de vol avec leurs propres avions ou l'avion d'un client. Parce que 90% des gens qui voyagent en jet privé ne possèdent pas de jet privé. En fait, c'est des avions de location, on achète 1 heure, c'est des tickets parfois à l'heure, ça dépend des... Voilà. Tu achètes 2 heures, 3 heures de vol et en fait, tu ne possèdes pas le jet. Il y a très peu de gens qui les ont, les jets privés, parce qu'en fait, ça vieillit vite et ça n'a pas d'intérêt même pour les gens qui ont de l'oseille, quoi. Voilà. Et donc, c'est en gros l'intermédiaire, 2 pilotes. Il y a un gars qui bossait dans l'immobilier avec toi, mais qui ne sait pas trop pourquoi il est là. Dans le documentaire, il dit moi, je ne sais pas trop. C'est un peu une sorte de pote, de pote à toi, mais... Oui, alors si tu veux, bien évidemment, les gens se défendent comme ils peuvent. Donc, moi, le broker, j'ai besoin de ce broker. Parce que c'est lui qui est la relation entre l'aviation, donc l'outil nécessaire pour pouvoir voyager, et le locataire qui est en substance le groupe de trafiquants. Et donc je lui expose le truc et je lui dis écoute, voilà, il y a tel type de vol à faire avec telle marchandise à bord. Est-ce que c'est faisable? Parce que tu ne peux pas mentir à quelqu'un en lui disant écoute, ça va être, je sais pas moi, des coussins, de l'eau, il y a 10, 12, 15 valises. Les mecs sont pas tordus quand même. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc pour ça, il faut que les gens soient aguerris et très bien informés. Donc il y a ça. En quantité, je ne sais pas, mais c'est ce qu'il faut faire transiter. Est-ce que c'est possible? Oui, je connais qui il faut pour ça et l'appareil qu'il faut. Ah, donc lui, il savait aussi, c'est ça, le broker? Écoute, moi, c'est ma version des choses. Ok. Lui pourra donner la sienne. Voilà. Ok. En tous les cas, une opération telle quelle, tu ne peux pas la monter en ayant... ou alors, j'adorais te dire, écoute, j'ai manipulé tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est pas à couper de l'herbe qu'il faudrait que je fasse, parce que c'est mon métier d'aujourd'hui, tu sais. Attends, je te couperai, il faudra que tu me le racontes après, c'est fou. Et attends, et juste, donc, t'organises ça, là tu dis que tu veux voir grandir ton fils. Est-ce que tu te dis quand même, à un moment donné, quand tu commences tu disais monter les échelles avec les trafiquants de coke, et tu sens que t'es face à des mecs, tu dis des vrais dangereux, au bout d'un moment, est-ce que tu te dis pas, attends, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Est-ce que ça va pas m'empêcher justement de voir mon fils si je me fais arrêter? Mais je me l'ai dit. Tu pèses le pour et le contre. Mais l'alarme, elle sonne 1000 fois. Mais la raison... elle est tellement beaucoup plus passionnée que les alarmes. C'est pour ça que je vais jusqu'à l'erreur. Et c'est là où on te dit, l'être humain, il est capable de faire tellement de choses par amour, ou même par haine, tu vois, mais même par vengeance. Mais là, dans le cas, c'était par amour, que n'importe quelle alarme qui aurait pu sonner, et qui ont sonné, il n'y en a pas eu qu'une, n'ont même pas fonctionné. C'est-à-dire que demain, tu aurais pu venir me dire, A plus B, Franck, tu sais, cet avion-là, il ne va pas décoller. Parce que je te le dis, c'est garanti. Regarde, A plus B, ça décollera pas. Je l'aurais fait quand même. Ah ouais? Ben ouais. À la fin, c'est un peu de la folie, tu t'emmènes dans ton truc. Exactement, parce que sinon, comme tu dis, lorsque tu te retrouves à des gens et tu dis, putain, je vais passer le cap, quand les mecs vont payer l'avion, tu vas dire, à un moment donné, tu peux pas reculer. Sinon, tu vas à la guerre avec des gens, là. Ouais. Et c'est des gens dangereux. Donc, si tu donnes ton mot, il faut y aller. Et je me suis dit, mais ça fait rien, j'y vais quand même. Pourquoi j'irai pas? Et puis après tout, moi, je suis un Uber. Je prends un point A, je prends un point B. Oui, mais si jamais ça n'arrive pas, c'est toi le responsable. Ben voilà. Parce que 700 kilos, ça représente combien en vente en France? Alors, je sais pas, mais d'après ce que... Parce beaucoup, que maintenant, je suis avec tout ce que j'ai pu entendre en prison et tout. Regardé les prix. Donc, je sais, je sais pas, ben, tu fais 700 fois quoi, 40 000 balles, ça fait voilà, 20 millions.
20 millions d'euros, ok. Ouais, 22, 23, ouais. Ok. C'est énorme. Donc tu sais que tu as des gars qui peuvent t'en vouloir si ça arrive pas. Si ça arrive pas. Oui, bien sûr. Au-delà de prendre de la prison de ton côté, est-ce que tu n'as pas eu peur? On va en parler après, mais l'après, non mais c'est vrai, c'est des questions que j'imagine que tu t'es posées avant et après, quoi. C'est-à-dire que... Non mais moi quand je dis, si tu veux, et c'est là où ça devient très sérieux, quand je dis les gars, vous savez, je garantis à 1000% l'arrivée. Parce que non seulement je sais comment ça fonctionne, et de deux, j'ai un douanier avec moi. Alors, il y a un autre gars, c'est vrai, dans la bande, un douanier qui a... ils le vendent un peu comme un mec gentil, qui a un peu besoin d'affection et Mais ils le vendent de cette manière, et c'est normal. C'est parce que c'est l'aspect qu'ils donnent au tribunal. Chacun sa défense, c'est ce que tu disais. Et donc, on ne juge pas là-dessus, moi je Moi qui le connais, je sais comment il est, mais eux qui ne le connaissent pas, ils sont bien obligés de s'adapter à ce qu'il a voulu montrer comme personnalité. Donc c'est normal qu'il... Oui, d'accord. Et donc ce douanier, il est au courant, et tu t'en rapproches pour lui expliquer, en gros, pour qu'il t'aide, c'est ça? C'est un ami de 30 ans déjà, que je vois souvent, et qui est présent souvent dans les anniversaires et les soirées à Saint-Tropez de ce client que j'ai eu pendant 6 ans. Et si tu veux, à un moment donné, quand j'imagine cette possibilité de pouvoir faire des vols transatlantiques, ou même d'autre part, je l'appelle et je lui dis, écoute, voilà, j'ai une idée, c'est celle-là, je ne sais pas si ça va aboutir ou pas, mais en tous les cas, c'est ce que j'ai besoin de faire dans un premier temps. Et donc ça, lui, c'est un douanier qui est à l'aéroport de Saint-Tropez? Non, pas du tout. Non, ok. Et si tu veux, il y va parce que c'est dans sa zone de responsabilité, plus ou moins, voilà, comme ça. C'était ça au départ. Ok. Et c'est une zone de responsabilité qui se partage notamment entre Toulon et Fréjus. Et alors quand c'est un, c'est pas l'autre, et vice-versa. Et tu as choisi l'aéroport de Saint-Tropez parce que tu dis que c'est un aéroport gruyère. Oui. C'est-à-dire quoi, en gros? C'est facile de rentrer, de sortir, c'est moins contrôlé qu'un gros aéroport comme à Marseille, par exemple? Il y en a 1000 comme ça en France. Voilà. Des petits... des aérodromes, ce qu'on appelle des aérodromes comme ça, où il n'y a aucune présence. Mais un jet privé peut atterrir, alors qu'il a traversé l'Atlantique. Ouais, et tu peux même atterrir sans avoir même une tour de contrôle. Et donc vous faites des repérages, vous faites un vol, le premier vol, vous le faites à vide, avec des valises, mais il y a quoi dedans? Rien. Non, parce qu'elles sont lourdes. Ah oui, enfin, elles sont pas si lourdes que ça. C'est rempli de chiffons, de couvertures, de conneries. Valise remplie de... Mais si tu veux, c'est pour rassurer le client. Parce que l'aéroport de Saint-Tropez, j'y ai atterri des dizaines de fois avec mes clients, moi personnellement après. Et donc je connais par cœur celui-là comme tant d'autres. Mais le client me dit, est-ce qu'on peut évaluer la sérieuseté du truc? Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Faites un vol. Tu étais déjà avec ta femme à l'époque. Oui. Tu lui en parles de ça? Non, pas du tout. C'est intéressant. Est-ce que tu partages, tu cloisonnes? Personne. Aucun membre de ma famille. Rien. Ce que tu ne sais pas, tu ne pourras jamais le raconter. Ok. Ah ouais, donc tu cloisonnes complètement. Et ça, c'est pas dur psychologiquement Si, c'est très dur. Mais encore une fois, je sais pourquoi je le fais. Tu vois, demain, si pour donner à bouffer à mes enfants, je me prostitue, c'est pas un problème. Mais bon, c'est pas quelque chose que j'irai raconter à ma femme ou à mes enfants. Tu vois? Ouais, je comprends. Et je le fais. Si tu me dis demain, tu vois, ton petit, je te garantis que toute sa vie, il aura aucune larme qui coule, mais que du sourire aux lèvres. Est-ce que tu donnes ta vie dans la seconde? Je te la donne dans la demi-seconde. Ouais, bien sûr, mais ça, c'est quand on est papa, on s'en rend compte après. Non, il n'y a pas tous les papas qui le font. Ah, c'est vrai? Non. Tous les papas te disent qu'ils sont capables de le faire. Pas tous les papas ne sont capables de le faire. Ah, peut-être. Voilà. Peut-être. Il faut avoir le courage de faire ça. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde. Et premier vol, il se passe bien? Oui. Sans encombre? Ben non, aucun stress, il n'y a rien. Voilà, le vol se fait, pas de contrôle, t'arrives, les valises pleines de chiffons et de conneries, pas de stress. Elles passent. Ouais. Donc il y a vraiment, tu Comme te dis, c'est exactement ce que j'ai prévu. Comme ça avait été annoncé, c'est comme ça que ça a été préparé et c'est comme ça que ça s'est terminé. Donc là, t'es galvanisé, tu te dis waouh, c'est bon, je suis un putain de génie. J'imagine quand tu crées un truc comme ça, tu fais waouh, ça y est, j'ai réussi à faire un truc. C'est quand même grave. Non, j'ai pas cette déduction-là. Moi, je me dis, bien passé, terminé, on passe à autre chose. Ok. Voilà. Tu te dis pas, ça y est, je suis Pablo Escobar dans ta tête. Pas du tout. Non, parce que moi, j'ai aucune relation avec la matière. Si tu veux, j'ai pas cette relation de dire bon, mais ma marchandise est arrivée, c'est pas la mienne. Ok. Tu vois? Non, mais bon, en tout cas, tu dois être content. Tu dis, oui, je suis content. Première étape. Ma parole a été donnée, elle a fonctionné, donc j'ai respecté ce que j'ai dit. Donc les clients, les trafiquants de drogue sont rassurés. Bah, grave. Ils se disent, c'est bon, il a le truc, Absolument. le gars. Ça part de Punta Cana, c'est eux qui te disent que ça part de Punta Cana? Alors, si tu veux, ça part
de Puerto Plata, le premier vol. Je sais pas où c'est, pardon. C'est toujours en République dominicaine, mais juste un peu plus délocalisé. Je crois que c'est à 2 heures à peu près de Punta Cana, je crois. Ok. Voilà. Et Punta Cana, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même assez dangereux. Oui, c'est très dangereux. Dès qu'il y a je sais qu'il y en a plein qui doivent peut-être aller dans des hôtels, des resorts. Il y a beaucoup de Club Med & Co là-bas. Mais en fait, dès que tu sors, c'est fusil à pompe à l'entrée de chaque truc. Ouais, c'est un peu. Ouais, ça peut être un peu ghetto, Punta Cana. Le centre peut être un peu. L'Amérique du Sud, en règle générale, c'est ça. Et Venise, tout ça. Donc. Et donc la cam, ils te disent c'est là-bas. Premier vol, il y a juste un petit hic, on le voit dans le documentaire, c'est que quand vous déchargez les valises, c'est bien à ce moment-là du premier vol avec les valises. Alors moi je décharge pas. Mais si tu veux, je suis spectateur. Oui, je suis spectateur depuis la terrasse de l'aéroport de Saint-Tropez. Et comme c'est un aéroport qui est petit, bien évidemment l'avion se trouve à une vingtaine de mètres. Oui, c'est ça. Donc un employé de l'aéroport veut donner un coup de main en déchargeant une valise. Un employé sympa. Sympa. Qui voit les gens. C'est son rôle. Il est là pour ça, à la base. Tu vois. C'est un aéroport VIP. Donc, il est là pour décharger les valises. Mais les pilotes, comme ils sont fatigués d'avoir fait 11 heures de vol, tout ça, ils sont là. Puis, dans le lot, ils se disent, bon, mais comme il y a 10 valises, on va aider à décharger, quoi. Et puis, à un moment donné, il y en a une qui est peut-être un peu plus lourde que les autres. Et c'est pas trop le fait qu'elle soit lourde. Il dit qu'elles étaient boueuses. Bon. Boueuse, ça veut dire quoi? Moi, j'ai travaillé avec un mec du Koweït. Je suis venu en 737 à Nice avec des millions de dollars dans la soute et que des Samsonites qui étaient carbonisés de partout avec des autocollants du monde. Donc, quand tu te dis, putain, mais ça vient de quoi? Ça vient d'un mec qui est super blindé. Avec un 737, tu te dis, putain, il n'y a même pas une Gucci ni une Vuitton là-dedans. Tu vois. Donc, tout est possible. Tout est possible. Et le gars porte une valise et il trouve ça louche. Il dit, c'est un peu lourd. Et l'autre, le pilote, lui dit, bah, allez, laisse tomber, ne fais rien. Allez, voilà. Il lui parle pas mal, hein, non, mais c'est son tempérament, tu vois. Et il lui dit, bon, mais écoute, voilà, laisse ça. En gros, c'est ça, quoi, tu vois. Mais il n'y a rien de... Et le mec se dit, bon, en décembre, c'est quand même un aéroport, l'été, qui tourne entre 70 et 90 rotations par jour. Là, on est au mois de décembre. Un Falcon qui arrive. Et je pense qu'il a peut-être pas aimé quelque chose, j'en sais rien. Et puis, il a fait un courrier anonyme, ce mec-là. Parce que c'est lui qui le fait, le courrier anonyme. On le sait, nous, après, dans la procédure. Tu vois. Et bon, après, il se rétracte longtemps après, mais il fait ça. Et par hasard, il va dans un bar un week-end et il rencontre un gendarme avec qui il a l'habitude de boire un pastis, conversation de comptoir, et il dit, tiens, c'est bizarre, la semaine dernière, ou le mois dernier, parce que ça arrive, le vol, c'est le 5 décembre 2012, ça arrive à peu près février 2013. Donc ça tient à rien. Donc ça tient à rien, c'est un mois et demi après. Et il lui dit, tiens, c'est bizarre, le mois dernier, il y a des mecs qui sont venus, machin. Il dit, ah bon, tiens, l'information. Et puis ils vont au parquet de Draguignan et ils disent, voilà, il y a eu cette information. Tout de suite, la GIR de Draguignan se met en alerte et dit, bon, on va regarder ce que c'est. C'est quoi la GIR, pardon? La GIR, si tu veux, c'est un groupe judiciaire très spécialisé. Très spécialisé, non, c'est des juges qui sont très spécialisés dans le trafic de stupéfiants. Okay. Et tout ce qui est grosse criminalité. Et donc le parquet de la GIR de Draguignan prend l'affaire, Paris veut s'en emparer, Marseille aussi, donc grosse dispute entre eux. Puis, il n'y a rien qui se passe, jusqu'au deuxième vol, qui va se passer à Quito, en Équateur. Pourquoi t'étais pas dans les vols? Premier vol, tu sais qu'il y a rien dedans, donc t'as zéro risque. En vrai, t'as zéro risque au premier vol, on est d'accord? Puisque même si tu te fais arrêter, c'est des chiffons. Zéro. Pourquoi t'y vas pas? Justement pour contrôler que chacun fait bien le premier geste à la répétition. Je me suis demandé ça quand j'ai regardé. Parce que si tu veux, même le client, qui est le soi-disant agent immobilier passager, à la limite, il a même pas besoin d'y être. Parce que si tu veux, la République dominicaine, tout comme autre destination, je ne la contrôle pas. Donc je ne peux pas y aller pour dire faites ci ou ça. Moi, ce sont les interlocuteurs que j'ai qui me disent la montée, c'est notre affaire. On sait faire. Si toi tu sais faire à la descente, nous on sait faire à la montée. Donc comme je veux pas que les gens viennent m'empiéter sur mon domaine à moi, je ne vais pas empiéter sur le leur. Tu vas pas dans le sens... Moi, je me suis dit, soit il a peur d'y aller, parce qu'il sait que si ça se fait attraper, au moins il n'est pas là, il peut dire, moi j'y étais pour rien. Ou alors, c'est parce qu'il y avait une autre raison. C'est pour ça que je voulais savoir. Et la raison était très simple. C'est chacun son secteur. Moi, je te demande une référence et une rémunération pour ça. Je n'ai pas à faire un extra pour aller là-bas. Et donc, si tu veux, le passager, il est là, lui, en tant qu'observateur. Et de m'informer, de me dire, tout va bien. Parce que si tout va mal au départ, j'ai pas envie que tout aille mal à l'arrivée. Et ça peut partir très très mal dès le départ. C'est-à-dire que tu peux décoller en disant, merde, on est emmerdé parce que on était pris dans les flashs des flics. Et quand on va arriver, ça va être mort. Ouais, et là, il faut anticiper autre chose. Une autre arrivée, un autre atterrissage hors de France. Tu vois? Et là, ça c'était prévu. Combien de temps il y a entre le premier vol test et le deuxième vol où il y a vraiment 700 kilos de coke?
Alors, ça, c'est le troisième vol que tu parles. Troisième vol. Voilà. Si tu veux, entre le premier vol et le deuxième vol, donc on parle de décembre, février et mars. Donc, il y a eu un mois de décalage chaque fois. Ok. Voilà. Deuxième vol, il se passe... Il se passe rien. En fait, si tu veux, ils partent à Quito, en Équateur, et donc pour charger du stup. Hein. Et puis, bizarrement, il se passe quelque chose. Donc, moi, je suis pas très informé. Hein. Moi, on me tient pas au courant. C'est pas mes potes, les gars. Tu vois, pour moi, c'est des potentiels clients. Et je suis un potentiel client aussi pour eux. Et donc, ils me disent, bon, vol annulé. Et avant ce vol-là, au deuxième, avant de décoller, il y a une voiture de l'armée qui arrive, avec une brigade cynophile qui monte et qui fouille l'avion avec le chien. Donc, ça donne une alarme supplémentaire. Et ils se disent, bon, on va décoller, on n'a pas de marchandises. Et ils sont partis. Donc, ils rentrent. Et puis, le troisième vol va se faire très vite. Hein. De Punta Cana, du coup. Donc, Punta Cana, ils y vont et ils y reviennent pas. Et donc, en fait, juste avant de décoller, ils ont 700 kilos de coke dans une quinzaine de valises. Dans 26 valises. Dans 26 valises même, c'est énormissime. Donc, le jet est rempli de valises partout. Ils vont mettre les gaz, le moteur commence déjà à tourner et tout. Il y a un hélico qui arrive, on le voit dans le docu. Il y a deux hélicos, pardon, mais il y a carrément les vraies images. Ça, c'est vraiment assez fou. C'est que vous voyez les vraies images. Donc, certaines personnes et protagonistes jouent leur rôle, d'autres ont été remplacés. Mais en tout cas, vous voyez les vraies images du moment où ils sont arrêtés, du moment où la police rentre avec une image un peu de mauvaise qualité. Voilà, on voit, c'est les vraies images. Hein. Ouais, c'est les vraies images. C'est les vraies images, ça qui est fou. On voit la tête déconfite des deux pilotes qui comprennent, qui sont arrêtés. Ouais. Donc on voit vraiment, c'est pas joué, quoi. On voit les vrais pleurs, on voit les vrais trucs. Et donc là, il y a des mecs qui rentrent avec des flingues, etc. Machin. Ils découvrent les valises, évidemment, et c'est là que ça commence le cauchemar. C'est ça. Eux, ils prennent 1 an de prison déjà pour leur dire le temps d'évaluer qui a fait quoi. Déjà, vous allez être enfermé pendant 1 an à Punta Cana, en République dominicaine et non pas en France. C'est un peu le début des problèmes. Toi, c'est 8 jours plus tard. Ouais. Tu commences à sentir que ça pue parce que tu sais qu'ils ont été arrêtés. Non, mais moi, je sais que ça pue 24 heures, même pas dans les 24 heures qui suivent. Et ça, bien évidemment, c'est pas dans la procédure. Si tu veux, quand ils se font arrêter, donc moi, j'ai aucune connexion et de contact avec les pilotes. Je les connais pas. Donc moi, je connais le broker, et bien évidemment, je Castani, connais... non, c'est ça? C'est ça, et je connais Pisapia. Donc eux se font interroger par un agent de l'ambassade d'Haïti. Et donc, ils ont une audition avec ce mec-là. Et ils lui disent, voilà, c'est Franck Collin qui nous a envoyés ici, c'est pour lui qu'on est venu, il est marié à telle personne, il habite à tel endroit, son compte bancaire est à tel endroit, enfin... Il balance. Tout ce qu'il faut, voilà, il y a tout. Moi, quand ils sont arrêtés, je le sais tout de suite parce que Nicolas Pisapia m'appelle et il me dit, il y a l'armée qui est en train d'atterrir, il y a des flics avec des armes partout. C'est ton pote que t'as mis dedans comme un faux client. Voilà, et il me dit, ils sont partout, sors-moi de la merde. Et hop, ça raccroche. Donc je sais que la veille, ils sont arrêtés. Tu sais aussi que t'es foutu, toi. Et je sais aussi que, forcément, tout le monde va être foutu. Avec quelques heures ou jours de décalage. Mais... Et donc, si tu veux, je suis à Toulon. Et je me dis, merde, donc cet avion ne va pas arriver. Ils ont été arrêtés. Comment je fais? Je rentre en contact avec le douanier. Bon, je vais essayer de lui faire passer 2-3 informations. Et je m'en vais, je monte à Paris. Et je me dis, bon, il faut que je rentre chez moi. Et après, je verrai. Je rentre à Bucarest. Et je passe une semaine avec... ma femme et mon fils, enfin ma femme de l'époque, mon fils. Tu dors mal? Je dors très mal, mais quand je suis avec mon petit, tout va bien, moi. Tu vois, c'est ça le truc. C'est que j'arrive à dormir en plus. Et, mais le lendemain, si tu veux, de cette arrestation, j'appelle un ami à moi, dans un gouvernement étranger, qui rentre en relation avec l'agent d'Haïti. Et il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et le gars lui dit, si tu m'appelles pour Collin, tu peux lui dire de prendre ses jambes à son cou, de partir très vite, parce que ils ont tout balancé sur lui. Bon. Et ça, je le sais. Donc, je me dis, c'est imminent. J'ai 2 possibilités. Je suis à Bucarest, j'appelle des potes à moi qui sont des Stepsnaz. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, des Stepsnaz. Des militaires... Voilà, d'Europe de l'Est. Ouais. Voilà. Et donc, je me dis, je les appelle à Moscou, je prends une bagnole, j'ai un chauffeur, il va m'amener à Moldavie. Moldavie, je fais l'Ukraine. De l'Ukraine, je passe à Moscou, et de Moscou, je me casse en Tchétchénie. Partout où je veux aller dans ces pays-là, j'ai toujours du monde. Et du monde très bien placé. Et je me dis, c'est la meilleure chose à faire. Et puis après, tu vois, je regarde mon petit et je me dis, putain, mais si je fais ça, je le vois plus, quoi.
Ah oui, tu pouvais pas l'emmener avec toi? Non, je pouvais pas dire à ma femme, prends tes affaires, on s'en va. Ah, et son grand-père, c'est l'ancien président de la Roumanie. Sa mère, c'est une actrice très connue. Son beau-père, c'est un ambassadeur. Je peux pas lui dire. Tu vois, c'est pas. Elle va me dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Déjà, pourquoi tu veux partir? Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as fait vraiment ça? Tu vois, elle découvre tout et elle découvrira tout après. Et donc, je peux pas faire ça. Et je me dis, mais si je pars, mais c'est au moins 20 ou 30 piges, là. Donc, mon fils, à un moment donné, il va venir me voir. Même s'il n'y a pas d'extradition, je vais me reconstruire dans un endroit où je ne serai pas bien. Je prends mes affaires, je rentre en France, je réfléchirai sur le tas. Plus vite on m'arrête, plus vite je rentre en prison, plus vite je sors. Ah, et tu pars dans l'autre sens. Et je pars dans l'autre sens. Et tu vas à la banque. Et j'arrive à Paris et je me dis, putain, voilà, il faut qu'il m'arrête, mais il faut que je gagne du temps. Et je sais pas comment, tu sais, c'est... T'es un peu perdu, quoi. T'es un peu perdu parce que tu te dis, putain, mais je suis Tu sais que tu vas te faire taper. Tu te dis, je suis quand même venu là pour me faire arrêter. Et ça va pas être très agréable. Voilà. Et il y a une scène qui est assez folle, d'ailleurs, c'est la scène de la banque dans le docu que vous verrez, Air Cocaïne et tout. Elle est assez folle parce que tu te rends compte que tes comptes sont bloqués. Ouais. Mais je sais en plus. T'appelles parce que t'as un coffre à la banque, tu dis tiens, il faut que je vienne chercher un truc, et la banquière te dit tiens, il y a une histoire d'alarme, vous pouvez pas. Alors que tu dis, il n'y a jamais de problème d'histoire d'alarme dans une banque. Bien sûr. Ou alors on te dit repasse dans une heure, mais. C'est ça. Et tu sens qu'il y a un truc, tu dis bon, c'est bon, mes comptes sont bloqués, je suis baisé, quoi. Ouais, c'est ça. Et t'y vas quand même. Ouais. Oui, parce que j'ai ce désir de me dire, il faut qu'il m'arrête, mais je vais quand même pas aller dans un commissariat de police, tu vois, je peux pas faire ça. Et donc, si tu veux, je rentre, donc en descendant à Paris, j'ai 2 jours avant ça. Et je me dis, putain, il faut que je gamberge un truc. Et c'est là où l'imagination, la machine à mensonge se met en route. Je fais partie d'une organisation anticriminelle. J'ai une arme, j'ai un port d'armes. J'ai suivi des formations, que ce soit en Israël ou même aux États-Unis. Et je me dis, l'agent infiltré, c'est top. Ah, tu fais croire que tu bosses pour un autre pays. J'ai été balancé par des mecs sur place. Et je me dis, putain, je dois gagner du temps. Si je peux apaiser ça, comment on fait? Donc, j'appelle des copains à moi. Tu vois, et je leur mens eux aussi. Et je leur dis, les gars, je suis sur une affaire, putain, un truc de fou, je me suis mis dans ça me dépasse un peu, mais... et les mecs me présentent des flics, mais des flics bien placés. De la DGSI, des renseignements. Entre autres. Ouais. Et les mecs, je les vois, enfin, j'en vois un, j'en ai un autre au téléphone. C'est un peu romancé dans le projet, mais c'est ça. Et les mecs, je parle avec, mais déjà, quand ils me voient, ils se disent, bon, lui, tu sais, les mecs, c'est des pros. Quand ils te voient, ils se disent, bon, lui, déjà... Il a une tête, on a l'impression que, voilà, on ne sait pas ce qu'il a fait, soit il a tué quelqu'un, soit il va mourir, voilà, tu vois. Et donc, ils sont là, bon, ils m'écoutent parce que, si tu veux, le crédit que leur a donné leur ami en leur disant, mais c'est un ami. Alors donc, ils se disent, bon, allez, on est là, maintenant, on va l'écouter. Et d'ailleurs, j'ai insisté pour que ça soit dans le projet de Canal+. Ouais. Parce que, justement, parce que tu essayes une dernière tentative. Voilà, mytho. Voilà, de mytho. De mytho, tu dis, voilà. L'idée, c'est de leur vendre du mensonge, en leur donnant, bien évidemment, des personnages qui n'existent pas, mais là-bas. Oui, ça, tu leur dis dans l'Est, on va dire, les gars, je vais vous filer des noms, vous allez rester sur le cul, j'ai infiltré un truc, mais tu vois, ça peut jouer à demi-vrai parce que j'ai les arguments pour ça. Et tu diras que tu balanceras jamais le reste parce que t'as pas le droit. Je protège, si tu veux, tous ceux qui sont dans mon affaire, mais je balance sur d'autres choses. Donc je me sers d'une réalité pour en faire un mensonge. Bon, les mecs, ils se lèvent, ils disent, allez, vas-y. Et d'ailleurs, si tu veux, après mon arrestation, personne n'a été arrêté, ni dans les jours, ni dans les semaines, ni dans les mois, ni dans les années à venir. Donc le but, c'était de balancer personne. Mais c'était de jouer du fait que j'avais été dénoncé, moi, là-bas, et d'envoyer, si tu veux, une enquête sur là-bas, parce que l'actrice y était aussi fort présente. Et donc, quand tu dis sur là-bas, c'est dans les pays de l'Est? Non, sur la République dominicaine, là où il y avait eu le truc. Et de dire, ben voilà, ça a merdé là-bas, allez voir avec eux, et il va, tu vois, tout ce qui était possible pour gagner du temps. Donc ça, c'est très court. Hein, parce et ça, c'est très court, c'est une journée. Ah, c'est ça. Et il faut gamberger à tout ça. Ah, wow. Tu vois, et c'est une journée. Et là, tu te dis, bon, allez, ça n'a pas marché, les mecs sont partis, ils te regardent, ils ont... Et quand tu reviens en France de Bucarest, tu viens en avion? Je vais en avion, et tu t'es pas tapé à la douane? Non, pas du tout. Alors que tu penses que tu t'as tapé au début ou pas, non? Non, pas du tout. Je sais que, si tu veux, je sais qu'il y a quelques jours de préparation parce que les flics sont quand même pas cons, tu vois. C'est quand même des costauds, là. L'actrice, c'est quand même des mecs qui sont formés et tout, tu vois. Il y a 2-3 connards, certainement, mais il y a aussi des bons mecs. Ouais, mais c'est tu vois, voilà. Et puis, ils sont dirigés par des mecs qui sont très, très forts. Et donc, les mecs, d'abord, ils prennent ton compte bancaire, et puis ils prennent des informations, et puis ils te suivent un petit peu. Et au moment où ils te resserrent l'entonnoir, c'est là où ils t'arrêtent. Donc ils sont même capables de te laisser et de te suivre, si tu veux, pendant 48 heures ou 72 heures. Parce qu'ils veulent, c'est pas juste toi.
S'ils peuvent avoir d'autres choses aussi, c'est ça, c'est ils mieux. Ils te suivent, même quand ils savent, quand ils te localisent, ils attendent un peu. Et moi, je pars du C'est la patience, la police. Et moi, exactement, et c'est la force. Et moi, je pars du Perchingol, donc Pierre Charon. Okay. Je sors... C'est un hôtel, Perchingol. Voilà, c'était un hôtel, oui. Et je sors ma carte pour payer, elle passe pas. Et je me dis, putain, Black Infinity, elle passe, c'est obligatoire, il n'y a pas de... Tu vois. Oui, et c'est le compte de la Société Générale de Paris. Elle passe pas. Donc je sors une Amex, c'est un compte suisse, ça passe, et je me dis, ça y est, tu vois, c'est là, on y est. Ouais. Et la banque me dit, premier jour, bon, revenez demain, les alarmes ne fonctionnent pas, et je me dis, ok. C'est bizarre qu'ils te donnent un rendez-vous. Et le deuxième jour, j'arrive, et la directrice, la sous-directrice, tu vois, qui m'aime pas du tout, parce que j'avais fait 2-3 remontrances, d'ailleurs, au tribunal, elle est arrivée, elle s'est fait plaisir, tu vois. Et donc, elle s'est fait plaisir. Et donc là, j'arrive, sourire, bonjour, ça va? Oui, la directrice va arriver, donc prenez place, asseyez-vous. Et je vois une nana, tu vois, un peu bizarre, tu vois, chaussures un peu compensées, tu vois, truc, tu vois. Putain, tu vois. Et en face, je vois un banquier au travers de sa vitre, dans son bureau. Un mec qui t'accueille toujours sympathiquement. Toujours, salut, ça va, il vient, il se lève. Et là, il a un mec en face de lui, et je le vois, il a la tête baissée, tu vois. Bouge pas. Ouais, tu te dis... Et je me dis, bon, et il n'y a personne dans la banque. Donc, les alarmes, elle, tout va bien. D'habitude, elle aurait pu me tuer, mais là, elle me fait un sourire banal jusqu'aux oreilles. Et donc, je m'assois, et là, mon téléphone, il sonne, 2 minutes après. Et la banque, en fait, elle est dans un... Tu sais, t'as vu, donc la Défense, c'est un bureau. Donc, tu as d'abord un accueil avec beaucoup de monde qui circule. La Défense est plein. Et ensuite, sur le côté, tu as la banque. Et j'ai une amie à moi qui travaille à Air France. Et elle me dit, t'es où? Je dis, mais tu travailles où? À Air France. Air France, pardon. Et je lui dis, je suis à la banque. Et elle me dit, mais ton vol de ce soir, de 17h45, c'est mort, t'es en rouge. Je sais pas où tu es, mais arrache-toi. Ça veut dire que t'es bloqué. Ouais. Tu peux pas prendre ton vol. Et je lui dis, bon, on va voir. Tu vois. Mais moi, ça m'arrête pas, Parce que tu voulais repartir? Non. J'avais un vol de prévu, parce que tu sais, quand tu achètes tes billets, tu prends un aller-retour. Oui, donc j'avais pris un aller-retour comme ça. Mais j'avais un chauffeur sous les parvis qui m'attendait. Et le mec, je lui ai dit, c'est dans 1h30 que tu me vois pas, tu prends ma valise, tu la portes à un tel, et elle qui la donnera à ma famille. Ok. Voilà, tu vois. Et moi, je sors une clope, et j'ai le téléphone à la main, elle raccroche, hein, tu vois, mais je fais comme si je continuais à parler. Je sors de la banque, je vois un nana à côté, elle me suit pas. Et je vais dehors, je passe le tourniquet, et là, comme je sors, j'ai un grand mec qui vient en face de moi, avec une tête de plus que moi, et puis il regarde derrière, et puis, tu sais, il interroge un mec, il dit, c'est lui, et je le regarde, et tu sais, j'ai eu une fraction de seconde, je me suis dit, putain, je le crochette au foie, un balayage, il tombe par terre, je tape, mais de quel côté je pars? Et puis après, tu vas faire quoi? Après, tu vas faire quoi? Je suis venu pour me faire arrêter. C'est ça. Et là, c'est vraiment une fraction de seconde. Et je lui dis, tu cherches qui? Mais il t'appelle Colin, je dis, ouais, c'est moi. Et là, à gauche, à droite. Là, c'est Truman Show, tout le monde dans les les Et la nana arrive, et en fait, la nana qui était dans la banque que j'avais vue, c'était, si tu veux, celle qui menait l'arrestation d'aujourd'hui. Et j'ai dit, écoute, on va se la faire tranquille, je suis pas violent, pas menaçant, j'ai pas d'armes, on va se mettre dans un coin, commence pas à me faire des balayages, des trucs comme ça. Parce que la violence, je te réponds, moi, la violence. Flic ou pas flic, tu vois. Donc, et puis ça s'est très bien passé, ils ont été très corrects, ils sont sympas, c'est des bons. C'est pas des petits guignols de la BAC ou les mecs qui veulent se jouer les cadors et tout. C'est des bons, ça. C'est des mecs qui savent tirer, ils maîtrisent pas mal de trucs. Donc, ils sentent, tu vois, et c'est d'ailleurs, même en prison, j'ai jamais eu de problème avec aucun maton. Tu vois? Il y a toujours eu ça. Bien sûr. Tu vois? Donc, ils t'ont pas mis les menottes sales par terre? Pas du tout. Je vais te dire même mieux, à un moment donné, ils n'arrivent pas à rentrer sur les parvis avec leur véhicule. Et ils me disent, donc, on va marcher jusqu'au commissariat de la Défense. Et le véhicule viendra nous récupérer au pied du commissariat. Donc elle me dit, je vais te passer les bracelets, machin. Et je dis, écoute, mets-moi les devant, pas derrière. Et si tu peux me mettre, j'avais une écharpe, si tu peux me mettre une écharpe autour, c'est pas mal. Bon, t'es quand même encerclé comme ça, tu marches au commissariat. Oui, il voit bien qu'il y a... Mais bon, voilà, c'est la dernière. Ils ont été sympas. Ils ont été très sympas. Ils ont été corrects, tu vois. Et donc, t'es emmené là. Donc là, ça y est, tu sais que t'y es. Tu dis que tu penses à ton fils et tout. Tu regardes le ciel. Et je regarde tous les bâtiments. Je me vois et je pense qu'à mon fils. Tu vois, je vois comment mon fils. D'ailleurs, il y en a un. À un moment donné qui me dit, mais tu savais qu'on allait t'attraper quand même, tu vois. Et j'ai dit, tu voulais attraper quoi, toi? Là, c'est facile de parler, mais si tu voulais attraper quoi? Tu sais même pas s'il y avait un plan B, C ou D. Parce que le truc, c'est ça. C'est que vous vous dites ça maintenant, et puis vous lisez des dossiers, mais on te dit ce qu'on veut dans un dossier. Mais si je te dis que l'avion, s'il avait décollé et que la France, elle aurait eu, par exemple, des flics à Saint-Tropez qui attendaient 11 heures de vol, tu sais où je l'aurais fait atterrir, mon avion? Je peux te le faire atterrir même en Ukraine, si tu veux. Et ça, tu le sais pas, et puis tu leur dis pas. Et je lui dis, mais après, je lui dis, mais t'as des enfants, toi? Et puis il me regarde même pas, et je dis, non, mais est-ce que t'as des enfants? Si t'as pas d'enfants, tu peux pas comprendre. Tu vois? Et je fume ma dernière clope, et puis on monte dans les bureaux, et puis la garde à vue commence. Et là,
À Punta Cana, ils prennent 1 an. Donc, ils leur disent, voilà, ils ont fait des trucs sales, on les met 1 an, le temps de réfléchir. C'est ça. Ils prennent 20, ils font combien de mois exactement 15 mois, non? Ils ont fait 13 ou 14 mois, 15 mois. Un peu plus d'1 an de prison. Toi, tu es aussi incarcéré au même moment en France. Oui, tout à fait. Eux, il se passe un truc de rocambolesque absolument incroyable. Et c'est ça qui a fait vraiment aussi encore plus parler de l'histoire. Oui. C'est que tout le monde dépense innocent. Il y a des comités, même avec des mecs d'Air France. Les 2 pilotes du jet privé étaient en fait des anciens de la Marine nationale. Et de l'armée d'air. Et de l'armée, enfin des pilotes de chasse. Donc des mecs hyper droits, hyper carrés, Et donc ces gars-là disent non mais nous on n'a rien fait, on a juste été payés pour piloter un avion, quoi, que c'est notre métier. Après nous, c'est pas à nous d'aller fouiller les valises, quoi. Ouais. Et donc il y a, alors ça c'est pas très clair. Tu cites un parti politique, tu dis c'est peut-être un parti politique, il y a eu des donateurs privés en tout cas. Mais je laisse le soin de regarder le docu et tout, mais tu dis voilà, il y a eu un financement d'une espèce de milice qui organise l'exfiltration, c'est le mot, des 2 pilotes. À leur demande. C'est-à-dire que le mec dit, voilà, moi, si c'est pas eux qui me le demandent, je les exfiltre pas de force, parce qu'on n'est pas des voyous. Par contre, si eux veulent s'enfuir, mais pas pour s'enfuir, pour aller à la justice française, pour se faire juger par la justice française. C'est bien ça, hein. C'est ça. Parce qu'ils veulent pas être jugés à Punta Cana et rester 30 ans là-bas. Ils disent, non, on veut bien se faire juger, mais en France. C'est exactement leur souhait. Et là, il y a une anecdote qui est incroyable, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent à un plan, il y a un militaire qui vient, qui réfléchit à un plan où il faut passer dans un hélico, dans un bateau, bah, ça vous verrez le docu, etc. Mais tout un truc rocambolesque pour s'enfuir du pays, illégalement, avec un patron de la boîte qui se fait passer pour un faux touriste sur son petit bateau de plaisance avec sa femme et tout, machin. C'est fou, ça. Oui. Ça, t'as découvert ça après? Moi, j'ai découvert ça depuis mon lit de prison, parce que moi, je suis encore incarcéré quand ça se passe. Et donc, d'abord, j'ai vécu la première vague médiatique. Qui était énorme. Qui était énorme. Il n'y avait que ça aux infos en 2013. Tous les jours. Mais c'était 2013, et même 2014. C'est-à-dire que c'était tout le temps. Oui. J'avais, moi, ma gueule avec la mère de mon fils et mon fils. Et puis derrière, t'es en promenade, t'as des détenus. C'est pas juste... Tu sais que je te fais juste une parenthèse, j'y reviens, mais cette forme-là médiatique, c'est une mise à mort à retardement. Les gens n'y pensent pas. C'est un dossier en instruction. Vous n'avez pas toutes les valeurs dedans. Qui va raconter la vérité dans un dossier en instruction? Que tu la dises au tribunal parce que tu es en cours d'assises spéciales et qu'à la fin tu dis, bon, vous avez gagné, c'est ce que j'ai fait. Le jour du procès, je suis arrivé, on m'a dit innocent ou coupable? Coupable, monsieur. Mais à la hauteur de mes responsabilités. Mais bien évidemment que pendant 3 ans et demi, je vous ai dit, je suis innocent. Pas innocent, mais tu vois, je les emmène dans tous les sens pour minimiser un maximum. Et c'est ce que tout le monde fait dans un dossier. Mais la presse te dit jet-setter, commanditaire, cerveau, affréteur, millionnaire, roumain. Tu vois, même pas capable de dire que j'étais français. Les abrutis. Et toi, derrière, tu as toute une prison, il y a 900 détenus. Donc, va dealer avec ça, toi, quand tu descends. Alors, soit, ça se voit dans tes yeux, mais à un moment donné, tu vas être confronté à quelque chose. Il y a des mecs qui vont se dire, ben, tiens, celui-là, on va aller lui pouiller tout ce qu'il a. Du moins, on va essayer. Parce que c'est pas arrivé. Il y en a d'autres qui vont se dire, tiens, c'est intéressant, on peut s'en servir, on va s'en rapprocher. Et toi, tu deals avec ça, et quand tu rentres le soir, t'as, à l'époque, ces connards de BFM TV, CNews, les uns, les autres qui sont là et qui te disent voilà. Et toi, t'es à visage découvert. Et puis, en 2014, ça s'estompe. Une petite pause. Tu te vois à la télé dans la prison? T'as la télé? Non, mais attends, on sait pas comment c'est. Tu as la télé parce que tu peux louer une télé. Ça fait partie si tu veux, des services. Que t'achètes. Voilà, ça coûte. Tu as un bouquet chaîne satellite avec Canal d'ailleurs. Hein, et tu as. T'as Canal Plus en prison? Ouais, bien sûr. T'as Canal Plus, Canal Cinéma, Canal Sport. Tu as une trentaine de chaînes ou une quarantaine de chaînes. Ok. Donc, t'as la télé. Alors, c'est une petite télé que tu payes 14 balles par mois, je crois, avec le bouquet. Et t'as un frigo aussi. Un petit frigo, 5 balles par mois, où tu peux mettre des aliments frais. Et moi, je suis là, et je suis sur mon lit comme ça, et peu importe la chaîne où je vais, putain, je me dis, c'est pas possible. Et ça ne parle que de toi. Et un reportage 7 à 8, mais bidon, tu vois. Et puis un coup, il sort un livre, Pierrat, il fait un livre avec plongeon, air cocaïne, machin, bidon, il y a rien de vrai dedans, tu vois. C'est que des trucs racontés et des éléments du dossier. Mais bien évidemment, est-ce que tu connais quelqu'un qui dit, oui, monsieur le juge, je l'ai tué, je l'ai découpé, je l'ai brûlé, c'est moi et je l'ai mis là. Mais non. Ouais, monsieur, c'est ça. Il n'y a personne qui va te dire ça, mais au procès peut-être, mais pas en instruction. Et donc, si tu veux, cette vague médiatique qui était énorme, ça pèse. Et en 2015, qu'est-ce qui arrive? L'évasion des pilotes.
Ça relance le truc, ouais. Et en même temps, les attentats. Ah oui, oui, exactement. Donc, les pilotes, paf, ça reprend. Et là, ça ressort. Et puis lui, et l'autre, et ci, et là. Dupond-Moretti, très connu, très fort. Donc, forcément, une grosse concentration médiatique sur l'évasion. Et moi, je me dis, putain, je vois ma gueule à visage découvert. Et le terroriste, là, il est flouté. C'est le monde à l'envers. Mais je suis pas là en train de me dire, putain, mais c'est mal fait. Non, j'ai commis une erreur, je la paye. Mais laissez-moi tranquille. Il y a des mecs qui ont fait des trucs qui sont hors normes. Ils sont pas connus, tu vois. Tu disais que t'avais, en prison, quand t'as vu ton visage, c'était une mise à mort, etc. T'as eu des vrais problèmes en prison? Bien sûr. Ça ressemble à quoi un problème en prison? Il n'existe personne qui va en prison pour de longues années qui n'a pas de problème. Tôt ou tard, il t'arrive à un moment donné, c'est obligatoire. Je vais te dire pourquoi. La prison te prend ce qu'il y a de mieux dans l'être humain et te donne ce qui n'existe de plus pourri sur Terre. Tout ce ramassis de connards, d'enculés, de bâtards qui peut exister sur Terre, et je te le dis avec le cœur, ça se trouve dans une cour de promenade. Mais il y a aussi des très bons mecs. Et quand je te dis des très bons, des très très bons. Et on en a parlé d'un tout à l'heure, entre autres. Tony Langui, qu'on embrasse, Antoine Cossu, que j'ai reçu, qui était un gangster de Marseille, en gros, de l'époque, de la French, etc. Mais ça, c'est des très très bons que j'ai eu la chance de connaître. C'est pas un ami, mais je l'ai connu, je l'ai côtoyé pendant quelques mois. Ça, c'est des très très bons qui n'existent que très peu à l'heure actuelle. C'est les anciens aussi. Cette catégorie-là, avec les valeurs et tout, c'est l'un des derniers, Tony. Voilà, c'est l'un des derniers, il n'y en a plus trop, tu vois. Mais j'ai connu aussi des très très bons mecs. Et comme, si tu veux, j'ai une formation assez spécifique, non seulement dans le sport, et que moi aussi, tu vois, moi je tape pas les femmes, moi. Je me bagarre avec que des bonhommes. Voilà. Et donc, peu importe ce que ça peut coûter, en prison, je suis là quand même. Faites ce que vous voulez, je suis là. Mais c'est dommage que ce soit les médias qui produisent cet effet-là aux autres. Parce que tu t'es fait racketter en prison? Jamais de la vie. Parce que tu parlais d'argent, tu disais, ils savent que je suis millionnaire, machin. Ils venaient chercher de l'argent au départ, les gars? Non, ils peuvent, si tu veux, ça. Mais les questions, elles se sont posées parce que ça m'a été rapporté. Mais si j'étais pas sportif, si j'avais pas un regard franc en disant au gars, ben, si t'as un problème, je suis là, parce qu'en promenade, en prison, tu sais comment c'est. Ben oui, il y a les loups et les agneaux. Mais j'ai vu des loups devenir des agneaux. Et l'inverse. Sauf que moi, je suis toujours neutre. Sociable, neutre dans mon coin, mélangé à personne. C'est pour ça que j'ai toujours une très bonne relation, moi, avec les dirigeants enfin, du moins, les employés des établissements pénitentiaires. Je suis pas leur copain, tu vois. Je suis pas plus ami avec des voyous et j'ai pas envie. Laissez-moi m'entraîner, matin et après-midi. C'est mon moteur principal, c'est ça. C'est ce qui a toujours fait toute ma vie. M'emmerdez pas. Et si vous m'emmerdez, je vais venir vous chercher. Voilà. Et t'as eu des bagarres quand même en prison? Un petit peu. Malgré ça? Mais oui, mais même si... Et d'ailleurs, très peu d'ailleurs. Comparé à ce qu'il y a eu comme problème, très peu. Parce que tout le monde a des problèmes en prison. Il y a un moment donné où le mec qui fume du shit, il va se dire, ben tiens, je t'ai pris une barrette à toi, une barrette à l'autre, une barrette à l'autre, il a pas payé. Et hop, il arrive, il passe dans un couloir, il se prend un moulon. Bon, allez, bagarre, c'est fini. Tu vas à la douche, hop, tu sais pas pourquoi, ton téléphone, machin. Ça arrive, les gens testent, tu vois. Toi, t'avais un téléphone en prison? Bien sûr. Oui. Mais bien sûr. Que tu rachètes tout le temps ou t'as réussi à le garder? Alors, tu réussis à le garder souvent, parce que tu le fais garder par quelqu'un d'autre. Tu le prends à certaines heures, pas tous les jours. Quand tu arrives à faire ça, tu t'en sors plus ou moins bien. Les gens sont pas cons, ils savent très bien que les téléphones, ils achètent leur tranquillité. Les agents pénitentiaires font leur travail, mais ils ferment un petit peu les yeux. C'est comme le shit en prison. J'ai jamais senti autant d'odeur de cette merde-là qu'en prison. Il y en a partout. Je suis en train de sauter à la corde dans un couloir, ça sent le shit partout. Mais tu peux rien leur dire, parce que tant qu'ils fument, ils sont tranquilles. Oui, c'est ça. Et voilà. Et donc, si tu veux, la mode d'aujourd'hui, si tu veux, le fonctionnement des prisons aujourd'hui, c'est un peu, on vous laisse appeler la famille, on vous laisse fumer un peu. Mais vous vous tenez bien. Mais ne faites pas chier. C'est ça. Et là, quand tu es en prison, tu as réussi à appeler ton fils, ton ex-femme. Tous les soirs. T'as mis combien de temps pour aller les appeler à partir du moment où tu te fais arrêter, en fait? À partir du moment où je me fais arrêter... Parce que j'imagine que c'est pas tout de suite. Non. À partir du moment où je me fais arrêter, donc forcément, je passe 3 jours, donc 4 jours de garde à vue. Le 1er avril, donc 2013, je suis emmené à la prison de Nanterre. J'y reste, je crois, 3 jours. Okay. Ensuite, je suis descendu par les gendarmes en train, en TGV, jusqu'à Marseille. Okay. Ouais. Et à Marseille, donc, ils me confirment l'emprisonnement. Et je vais à Aix-Luynes. Quand j'arrive là-bas,
bien évidemment, bon, le temps que tout se mette en route, le numéro d'écrou, les autorisations de famille et tout, ça prend à peu près 3-4 mois. Et là, t'as pas du tout ton fils au téléphone? Si. Avant ça, il y a quand même des gens, comme je te disais, il y en a des bons, il y en a même des très bons en prison. Et il y a des gars avec qui j'ai encore gardé, bien évidemment, des contacts, et vraiment des mecs qui ont des très belles histoires. Et donc, les mecs viennent et ils me disent, voilà, écoute, t'es sur tous les écrans, c'est quoi ce truc? T'as besoin de quelque chose? Non, je veux juste appeler ma famille. Mais pas de souci. Ah, il te file un téléphone. Tiens, toi, tu vas descendre à 4h cet après-midi, tu vas lui passer un téléphone, tu vas aux toilettes, machin, si là, tu téléphones. Et si tu veux, tous les jours, ça sera comme ça. Tu vois. Et là, tout de suite, il y a un système qui se met en route, et toi, tu observes, tu vois comment ça fonctionne. Ton ex-femme le prend comment? Ben, elle tombe de haut, elle me dit, voilà, tu nous manques, qu'est-ce qui se passe? Elle pleure, voilà, t'es plus là, comment on fait, tu vois. Et je lui dis, écoute, voilà, c'est plus compliqué que ça, il faudra que je t'explique, mais là, je peux pas, parce que c'est pas le bon téléphone, et voilà, l'avocat te dira. Et au bout de 4 mois, j'ai eu ma première visite. Voilà. Ah, waouh. Ouais. Pour voir ton fils? Ouais. Ah ouais, putain. Ouais, c'est long, 4 mois. Hein. Ouais, c'est très long. En vrai. Hein. Ouais, c'est très long. Parce qu'il a changé déjà. Ouais, enfin, un enfant, ça change tous les 15 jours, ouais, même pas. Hein. Donc tu vois la différence, etc. Machin. Ouais. Là, tu lui parles, il comprend ce que tu lui dis. Ouais. Je sais pas quel âge il avait à cette époque. Il avait 2 ans et 7 mois. Oui, c'est ça, donc tu peux lui expliquer, machin. Ouais. Aujourd'hui, tu le revois. Ouais, je l'ai tout le temps. C'est ça. Ouais, il est toujours là-bas. Tu t'es excusé de ça? Le fait d'avoir été si absent? Tu sais comment ça se passe quand tu te fais dans ta tête? Ouais, tu t'excuses, mais tu t'excuses auprès de tout le monde, surtout auprès des tiens. Tu vois, ceux qui n'ont pas compris et ceux qui m'en ont voulu, tant pis pour eux. Tu vois. Et je pense qu'ils ont tous fait des erreurs, peut-être pas aussi graves, mais chacun fait des erreurs, tu vois, dans sa vie. Et certaines de mes amis qui ne le sont plus aujourd'hui, quand je leur fais remarquer les erreurs qu'eux, ils ont pu faire à l'époque, et ils se disent, bon, mais c'est pas grave, c'est pas aussi important que ça. Tu vois. Et tu sais, tu voulais mettre tes parents à l'abri, tes machins. Il y a des gens qui l'ont mal pris dans ta famille ou Pas du tout. Non, ça va? Pas du tout, ouais. Et pas du tout parce que ils savent que le regret, il est fondamental. C'est-à-dire que, bien évidemment, tu regrettes... tu vois, le but d'être là aujourd'hui, c'est pas d'avoir une sourire jusqu'aux oreilles et te dire « c'est génial, voilà, faut faire ça, c'est de l'intelligence, ouais, c'est top ». Non, le truc, c'est de dire « tout le monde a tout perdu. En tous les cas, moi, j'ai tout perdu. » Bien évidemment que, parfois, il y a des choses mauvaises qui arrivent à des bonnes personnes, parce que je suis pas une mauvaise personne. Et ensuite, tu peux te dire « mais attends, l'être humain, il est pas si responsable que ça. Tu te prends pour un bonhomme, tu as 40 piges et tu te retrouves dans un truc comme ça. Mais bien évidemment que ça pouvait pas fonctionner. Bien évidemment que ça pouvait pas fonctionner. Tu regrettes aujourd'hui? Absolument. Je regrette pas la raison. La raison? Ouais. Ah oui. Mais si c'était à refaire, tu le referais pas? Tu referais autre chose? Autre chose. Oui, c'est ça. Bien évidemment. Et parce que les années, comme on se disait, ça se rattrape pas. C'est ça le problème. T'as pris combien de temps de prison? T'as été condamné à combien d'années de prison? À 12 ans. 12 ans? Oui, et j'en ai fait 7 à peu près. 7 et ça s'est fait en plusieurs fois? Ça s'est fait en 2 fois. En fait, si tu veux, quand je suis rentré donc en 2013, j'ai été... Parce que tout le monde est sorti à un moment donné de prison, et j'étais le seul incarcéré. Et donc, vu que les statuts du dossier précisaient qu'on était tous prévenus pour les mêmes faits, risquant les mêmes peines. Ok. Donc, à un moment donné, quand je suis passé devant le juge des détentions et des libertés, le JLD, et je lui ai dit, monsieur le juge, sans vouloir vous poser de questions, mais est-ce que vous pouvez m'éclaircir sur un point qui est très important? Et je lui ai dit, ben voilà, je suis encore en prison et on est tous pareils, et mais c'est exact. Et j'ai dit, alors, soit il faut faire rentrer tout le monde, soit il faut me laisser sortir. La proc s'est opposée, mais finalement, 10 jours après, j'étais dehors. Ah ouais? Ouais, donc le 6 octobre, un dimanche, à 14h, 6 octobre 2016, je me retrouve en liberté provisoire, avec 2 signatures par semaine au commissariat, à la gendarmerie à côté de chez moi. Pour la première année, et la deuxième année, c'était 1 fois par semaine. Et je suis resté en liberté provisoire pendant 2 ans et demi, jusqu'au procès, février 2019. Donc en fait, tu fais 3 ans, en gros. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ouais. Ensuite, tu ressors 2 ans et demi. Ok. Ouais. Mais en sachant que tu vas y retourner. Oui. Donc ça, c'est pas très agréable non plus. Non. Mais au moins, t'es dehors. Mais au moins, t'es dehors. Et ouais. Et tu te dis, mais si je suis pas parti la première fois, je vais pas partir la deuxième fois. Ouais. J'aurais pu 1000 fois. Hein. T'enfuir? Oui, bah non, pu. parce qu'après, tu vas... Mais quel est le but encore de repousser les échéances? Tu vois, on était déjà à mi-chemin. Et là, pour finir, du coup, tu reprends combien de temps de prison? Tu fais 3 ans et demi, 2 ans et demi de pause? 12 ans condamné, je refais 3 ans et demi de prison. Donc tu fais 2 fois 3 ans et demi en Exactement. gros. Ok, 2 fois 3 ans et demi. Et là, t'es ressorti quand? Le 6 juillet 22, pardon. 6 juillet 2022. Oui. Ça fait 8 mois. Ouais, c'est ça. Et là, ils te mettent un bracelet ou t'as pas de bracelet? Pas du tout, c'est une liberté conditionnelle, c'est un aménagement de peine. Les conditions sont
un emploi obligatoire, payer sa dette à la société, donc c'est-à-dire aussi les amendes douanières, et être suivi par ce qu'on appelle une CEPIP. Ce sont des agents d'un domaine privé, mais qui travaillent pour l'État, qui contrôlent un peu tout ce que tu fais une fois tous les mois. Tu vois. Et tu dis que tu dois avoir un emploi obligatoire. C'est quoi ton emploi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi, j'ai une débroussailleuse et je désherbe les bas-côtés des rues. D'accord, ok. Voilà. Dans ta ville? Pour la mairie, je veux dire? C'est pas pour la mairie, c'est pour une société privée qui est contractée par la mairie. Ok. Et ça, c'était obligatoire pour que tu sortes. Tu as dit, j'ai trouvé un emploi, je suis réinséré. Voilà, et donc le juge qui s'est occupé de cet aménagement de peine, lorsqu'il a vu le projet, il a trouvé qu'il était assez bien ficelé, et donc c'est comme ça que je suis sorti de prison. Finalement, tu t'en sors bien quand même. 7 ans, oui. ça fait attends, combien? 700 kilos, ça fait 100 kilos par an de prison. Ça va. Ben, ça va. Il y en a qui font 20 ans pour un kilo. Je sais pas si on peut le calculer comme ça, mais c'est toujours pareil. Non, c'est beaucoup. C'est un dossier qui était, c'est un groupe, c'est une organisation en bande organisée en vue de commettre un trafic sur le sol français. C'est en vue, puisqu'il n'y a pas eu si tu veux, Ah oui, c'est jamais arrivé, justement. Donc la peine est lourde. Comment tu t'es dit que tu allais faire un documentaire sur l'histoire Air Cocaine? C'est des gens qui sont venus te voir en prison. Comment ça s'est fait? Parce que tu es sorti de prison il y a 8 mois, il y a déjà le docu qui est dispo sur MyCanal. Comment ça s'est passé? En fait, mon idée à moi, c'était de ne rien faire. Et d'ailleurs, quand j'ai été contacté, c'est un membre de ma famille qui a été contacté par la société, par la production Broadster et Memento, et Aurélien et Thierry. Et ils ont contacté un membre de ma famille et j'ai refusé tout de suite. J'ai bénéficié d'une permission. En avril 2022, je suis sorti, je les ai rencontrés. Et j'ai trouvé des mecs, tu vois, des bons mecs. Des mecs très sympas, très fluides. Il n'y avait pas de piège, tu sentais pas de piège, tu vois, c'était des mecs. Et les pièges en prison, tu sais, bon, il y en a plein. Voilà, c'est toujours à l'affût. Et je me disais, putain, les mecs sont vraiment sympas. Et ils me disaient, mais de toute façon, on va le faire. Avec ou sans toi, on va le faire. Si tu y es, c'est mieux. Si tu y es pas, bon, mais tant pis, on fera avec. Ok. Ah oui, ils auraient fait l'histoire. Ouais. Et il me dit, on n'est pas là pour refaire l'histoire. On veut juste avoir des témoignages et on veut faire quelque chose qui se rapproche le plus du moins de ce que le dossier en parle ou de la réalité, si c'est possible. Et je me dis, ben, pourquoi pas? Et si je peux demander pardon aux miens, c'est aussi à travers ça. Ouais, je comprends. Tu vois, c'est pas de leur dire allô tonton, allô papa, tu vois, c'est de leur dire voilà, regardez, et puis tout est là. Plus déjà. Tout est là, tu vois. Que vous me pardonniez ou pas, vous aurez tous les éléments. Et si tu veux, ces images-là sont restantes. Pourquoi? Parce que peut-être que ma petite fille, plus tard, elle n'aura pas besoin d'écouter une cousine qui lui dira ouais mais ton grand-père tu sais, non, elle pourra juste regarder si tu veux des archives en se disant ah ben là c'est pas pareil. Ouais, je comprends. Voilà. Et tu as des tocs de sécurité pour terminer, tu as dit ça à quelqu'un de mon équipe que il t'a demandé si t'étais parano depuis, si t'avais peur parce que quand tu j'ai toujours eu, quand je rentre quelque part, je regarde toujours qui y a, j'ai toujours ce défaut là, c'est des tocs de on va dire, on va pas s'asseoir ici, on va s'asseoir là-bas, parce qu'il y a des endroits, tu vois, des endroits très enfoncés dans un coin, s'il y a un problème de ci ou de là, de feu ou quoi que ce soit. Voilà. Et au plus il y a du monde, au plus je vais chercher quelque chose près de la sortie. Et ma femme, elle va juste retirer au truc. Ben, je suis derrière de 3/4. Et t'as pas de problème avec ceux qui avaient envoyé 700 kilos aujourd'hui? C'était ma question de fin. J'ai commencé à t'en parler au début. Est-ce que t'as pas eu de problème suite à ça? Le fait de perdre ça, non? Ben, les gars, malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour eux, parce que c'est là-bas que ça pète. Donc c'est leur responsabilité là-bas. Bon, mais ça n'a pas fonctionné pour eux. Puis du coup, ben, y a tout cet enchaînement qui s'est mis en route. Puis voilà. Et tu gagnes, tu perds parfois. Et puis voilà, tu perds. Quand tu perds, tout le monde perd. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour finir? Juste la santé. Ok. Ouais, le reste, je m'en charge. Ok, très bien, je vois ça. En tout cas, Air Cocaine est dispo si vous voulez aller voir sur MyCanal. Je vous mettrai tous les liens dessus. Il y a 4 épisodes, hein, c'est ça, 4 épisodes, complet. C'est hyper intéressant. Je vous disais, il y a les protagonistes, les vraies personnes qui ont participé. Alors, pas tous, certains ont été remplacés parce qu'ils n'ont pas voulu le faire. En tout cas, il y a une grosse partie des protagonistes. C'est assez fou. D'ailleurs, c'est assez unique à voir. Une affaire aussi médiatisée qui est refaite comme ça sous forme de série docu. C'est vraiment bien. Donc, ça s'appelle Air Cocaine et c'est dispo sur MyCanal. En tout cas, continuez de vous abonner. Si vous avez des commentaires à mettre, allez-y. Un petit pouce bleu aussi, un petit pouce en l'air pour nous aider sur l'algorithme. Merci de vous abonner en masse, de nous suivre et tout. Et merci Franck Collin d'être venu. Merci à toi. Franchement, c'était un plaisir d'écouter ton histoire. Merci beaucoup. Merci. Super.